Donc, nous en voici rendus à la deuxième capsule de la semaine numéro 11. Je continue sur les traitements thermiques applicables aux aciers. J'avais terminé la capsule précédente avec les recuits de normalisation. Et là maintenant, je continue avec le recuit complet. En anglais, on utilise le terme full annealing pour qualifier l'état métallurgique recuit complet. Donc, quand est-ce qu'on utilise le recuit complet? On l'utilise sur des pièces qui sont trempées et pour lesquelles on veut revenir à l'équilibre pour, entre autres, pour améliorer l'usinabilité de l'acier ou pour refaire de nouvelles transformations. Et non seulement des pièces trempées, mais le recuit complet s'applique spécifiquement aux aciers ayant d'excellente trempabilité ou une bonne trempabilité et dans lesquels on cherche à faire disparaître justement les structures de déséquilibre telles que la martensite et la bénite pour faire réapparaître la ferrite et la perlite. Ça ne s'adresse donc pas à la plupart des aciers ordinaires au carbone. Donc, autrement dit, les aciers ordinaires au carbone, eux, ne subiront pratiquement jamais de recuit complet. Parce qu'ils n'ont pas assez d'éléments d'alliage pour que leur trempabilité soit suffisante pour justifier le recuit complet. De sorte que les aciers qui ont une bonne trempabilité, en ayant subi le recuit complet, vont pouvoir être aptes à des opérations d'usinage pour l'entretien des pièces trempées. Le traitement peut aussi servir à la suite de trempes ratées. Donc, autrement dit, des trempes qui n'ont pas permis d'avoir la dureté désirée avant la reprise d'une deuxième trempe. Donc, normalement, là, ce qu'on va probablement faire, c'est de faire un traitement qui va permettre, entre autres, de revenir à une microstructure de base, taille de grain standard, taille de lamelle standard, avant de refaire une nouvelle trempe. Permet l'obtention d'une structure et des propriétés mécaniques de référence. Donc, lorsqu'on fait subir un recuit complet aux aciers, on peut référer les propriétés mécaniques, on peut se baser, on peut comparer les propriétés mécaniques obtenues avec ce qui est écrit dans la littérature. Donc, lorsqu'on fait un recuit complet, ce qu'on fait, c'est qu'on fait plusieurs transformations, tout dépendant de l'état d'origine du métal. Si le métal a été écroué, bien, le recuit complet va permettre, bien entendu, parce qu'on va aussi dans l'austenite, dans le cas du recuit complet, on va procéder à une regermination, donc une recristallisation. Donc, on va détruire la structure d'écrouissage. Le recuit complet permet aussi, s'il y a des contraintes mécaniques résiduelles dans la pièce, d'enlever ces contraintes mécaniques-là. Rend l'acier beaucoup plus facile à usiner, c'est son principal objectif au recuit complet. L'affinage de la structure du métal en permettant un retour vers l'équilibre de la structure. Donc, on revient à une certaine taille de lamelle. Si les grains étaient trop gros au départ, le recuit complet permet de revenir à des tailles de grains standards. Donc, en termes de cycle thermique d'opération, le recuit complet consiste au départ à chauffer l'acier au-dessus des solvus. Dans le cas des hypotectoïdes, il va falloir chauffer à 20 à 30 degrés C au-dessus de A3. Donc, à ce moment-ci, c'est identique à l'identique d'un recuit de normalisation ou presque à l'identique d'un recuit de normalisation et à l'identique pour une trempe. Donc, il faut chauffer dans l'austenite de façon à dissoudre tout le carbone ou la majorité du carbone. Et ensuite, suivi d'un maintien en température. Soit dit en passant, le chauffage pour les hypereutectoïdes, et c'est ce qui fait une des distinctions par rapport au recuit de normalisation. Observez bien la zone de chauffage pour les teneurs en carbone au-dessus de 0,77, donc autrement dit pour les aciers hypereutectoïdes. Donc, dans le cas du recuit de normalisation, la zone de chauffage longeait le solvus ACM.
Donc, l'objectif était de tout dissoudre les carbures. Tandis qu'ici, on se contente de chauffer au-dessus de A1. Donc, une trentaine de degrés au-dessus de A1. Donc, ce qui fait en sorte, ce qui implique donc que les aciers à forte teneur en carbone, dont il peut y avoir présence de cémentite primaire à l'équilibre, et de différents autres carbures d'éléments d'alliage, bien, on va s'attendre à ce qu'on ne dissout pas tous les carbures, même qu'on préserve une majorité de carbures dans l'acier lors du recuit complet. Donc, il y a une raison à ça que je vais vous expliquer un petit peu plus tard, mais on a avantage avec le recuit complet de ne pas dissoudre tous les carbures et on va seulement dissoudre la quantité de carbone qui va permettre un retour suffisant à l'équilibre. Donc, autrement dit, si l'acier est martensite, ben, étant donné que la martensite ne peut pas contenir plus qu'environ 0,7 à 0,8 carbone, il ne donne rien donc de chauffer plus chaud que ACM et de dissoudre les carbures supplémentaires, puisque l'objectif ici, c'est de défaire la martensite. Donc, on va se contenter uniquement de chauffer au-dessus de A1 dans le cas des aciers hyper-eutectoïdes. Donc, un maintien en température assez long, c'est un peu plus long que ce qui est exigé pour la normalisation. Mettons, c'est à peu près le double, le temps requis pour le recuit complet. La raison, c'est parce que le recuit complet s'applique aux aciers alliés, qui sont la plupart carburigènes. Et donc, pour permettre une certaine décomposition des carbures, il faut maintenir l'acier un peu plus longtemps en température. Et suivi d'un refroidissement très lent au four. Donc un RIP d'environ de 10 à 28 degrés Celsius de chute de température à chaque heure. Donc vous voyez que c'est très très lent. Donc c'est ce qui distingue entre autres le recuit complet du recuit de normalisation. C'est cette vitesse de refroidissement-là qui est beaucoup plus lente avec un recuit complet. Bien entendu, la raison, c'est pour empêcher l'acier de tremper parce que je le rappelle, le recuit complet s'adresse aux aciers à forte trempabilité ou à très bonne trempabilité qui, refroidis au four, refroidis à l'air, verraient faire apparaître de la martensite en surface, chose qu'on ne veut pas lorsqu'on veut, par exemple, réusiner une pièce. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y ait présence que de phases d'équilibre. Et dans le cas des aciers à forte trempabilité, bien, il faut s'assurer d'un refroidissement extrêmement lent afin d'empêcher l'apparition de la martensite. Donc, je vous montre ici une portion du diagramme d'équilibre fer-carbone et ça permet de comparer les zones de chauffage entre le recuit de normalisation et le recuit complet. Donc, vous voyez que comme on l'avait spécifié dans la capsule précédente, dans le cas des recuits de normalisation, il faut chauffer entre 50 à 100 degrés Celsius au-dessus des solvus, que ce soit A3 ou ACM. Tandis que pour le recuit complet, c'est les mêmes marges de température de chauffage que lors d'une trempe, c'est-à-dire 30 à 50 degrés Celsius au-dessus de A3 dans le cas des hypoeutectoïdes. Et dans le cas des hyper-eutectoïdes, on va chauffer à 30 degrés, de 30 à 50 degrés au-dessus de A1. Vous avez un autre ici, image, qui permet de comparer le recuit de normalisation par rapport au recuit complet. Vous avez sur la même image une superposition du diagramme d'équilibre ainsi que du diagramme TRI d'un acier. Et superposé à ça, les deux cycles thermiques, l'un correspondant au recuit de normalisation, pour lequel vous voyez que la température de chauffage est effectivement un peu plus élevée, et le recuit complet, qui est la température de chauffage qui est plus basse un peu, juste au-dessus de A3, à 30 degrés au-dessus de A3. Et cette image-là permet aussi de constater que, effectivement, un recuit de normalisation, le refroidissement est plus rapide parce que le refroidissement se fait à l'air. Comparativement au recuit complet, vous voyez bien, la température de refroidissement est beaucoup plus lente. La vitesse de refroidissement est beaucoup plus lente.
donc recuit au four. Donc la température d'austentisation est plus élevée pour la normalisation, donc on vient de le faire remarquer, dans le but de produire une plus grande uniformité de la structure austénitique et de la composition chimique. Le refroidissement à l'air, dans le cas d'un recuit normalisation, permet d'obtenir une perlite plus fine, parce que le refroidissement est plus rapide par rapport au recuit complet pour lequel le refroidissement se fait au four. Et ça a une influence importante sur la taille des lamelles de perlite. Donc, quand le refroidissement est plus rapide, les lamelles sont plus fines. Je l'avais déjà montré dans les premières heures du cours, lorsque était venu le temps d'expliquer le diagramme TRI. Pour les aciers alliés, donc hypereutectoïdes, comme les aciers outils par exemple, la température recommandée se situe dans l'intervalle critique A1 et ACM. Donc, juste au-dessus d'A1. Il ne faut pas dépasser ACM. Il faut tout simplement chauffer 30 à 50 degrés C au-dessus de A1. Et c'est suffisant. Donc, dans les aciers ordinaires hypereutectoïdes, comme par exemple les aciers 1100 ou le 1080 à la limite, en plus d'affiner le grain, le chauffage au-dessus de ACM permet de dissoudre le réseau de carbure, donc de carbure de fer. Donc ça, on va faire ça pour le recuit de normalisation. Donc on va chauffer au-dessus de ACM, ça va permettre de dissoudre la cémentite primaire, qui elle a tendance à se former dans les bordures de joints de grain. Dans le cas des aciers alliés, on va éviter de chauffer au-dessus de ACM. On va chauffer jusqu'à quelques degrés au-dessus de A1. Donc, on ne doit pas dissoudre les carbures de fer. Donc, pour les aciers alliés, si on chauffe au-dessus de ACM, chose qu'il ne faut pas faire, mais si on le fait, ça crée un problème. Donc, lors du refroidissement lent, qui vient par la suite au four, qu'est-ce qui risque d'arriver? Bien, le refroidissement très lent va faire en sorte que les carbures, comme les carbures de chrome, carbures de molybdène et aussi le carbure de fer, vont se créer de manière très préférentielle en bordure de grain. Et ce que ça va faire, c'est que dans les joints de grain, on va se retrouver uniquement avec des carbures. Donc les carbures ne seront pas uniformément disséminés dans la matrice métallique. Donc, ce qui va arriver, c'est que les joints de grain vont devenir extrêmement fragiles, dû à une surabondance de carbure qu'on aura permis de se produire là, d'une part parce qu'on les aura mis complètement en solution en chauffant trop chaud, en chauffant au-dessus d'ACM, et d'autre part, le refroidissement très lent au four va permettre aux carbures de préférentiellement se former en bordure de grain. Donc, les aciers-outils qui sont riches à la fois en éléments d'alliage et en carbone, donc les aciers alliés hypereutectoïdes, ne vont jamais subir de recuit de normalisation. Et le recuit complet, le chauffage, on va se limiter à quelques dizaines de degrés, donc 30 degrés à 40 degrés au-dessus de A1 et non pas au-dessus de ACM. Donc le recuit dans l'intervalle critique entre A1 et ACM, sans dépasser ACM, va permettre de briser la continuité de ce réseau de carbure de fer et aussi de carbure d'autres métaux qui fragilisent les joints de grain. Les structures normalisées répondent mieux au traitement de sphéroïdisation utilisé pour augmenter l'usinabilité ou pour permettre une meilleure réponse à la trempe. Ça, j'y reviendrai. Ça concerne un autre recuit. Donc, je vous ai dit que les recuits de normalisation ainsi que les recuits complets, pour chaque acier, on peut déterminer les propriétés mécaniques obtenues si on opère chacun de ces deux recuits-là et les données de propriétés mécaniques obtenues sont répertoriées dans la littérature. Comme par exemple, un acier laminé à chaud, donc autrement dit qui est normalisé parce que le laminage à chaud entraîne un refroidissement à l'air. Ben, en fonction du taux de carbone, ça c'est pour les aciers ordinaires au carbone, on peut voir la correspondance obtenue pour la limite élastique, la résistance à l'attraction, le pourcentage d'allongement.
Donc, autrement dit, lorsqu'on fait une normalisation ou lorsqu'on laisse refroidir à l'air un acier après déformation à chaud, ben, on obtient pour une taille de grain donnée et pour un certain taux en carbone donné, ça renvoie automatiquement à des propriétés mécaniques précises. Et vous avez l'équivalent dans la partie basse pour les mêmes taux en carbone, mais pour le recuit complet. Donc, les propriétés mécaniques obtenues lors d'un refroidissement au four. On remarque que les résistances sont plus basses. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que les tailles de grains sont plus élevées lors du recuit complet que lors du recuit normalisation, parce que l'acier est chaud plus longtemps lors du refroidissement. Donc, les grains ont le temps de grossir un peu plus. Mais c'est surtout que la taille des lamelles de perlite, dans le cas d'un recuit complet, ça donne des tailles de lamelles beaucoup plus larges, et ce qui fait une perlite moins dure, moins résistante. Donc, un acier recuit complet est moins résistant, mais par contre, la ductilité est un peu meilleure. Donc, maintenant, ça complète à ce moment-ci le recuit complet. Nous allons aborder un recuit encore très important chez les aciers qui n'existe pas pour les autres alliages métalliques, comme par exemple les alliages de cuivre ou les alliages d'aluminium, qui est le recuit de sphéroïdisation. Ou encore, dans la littérature, on va souvent voir le mot aussi coalescence. Donc, vous voyez une métallographie à droite d'un acier qui a subi une sphéroïdisation. C'est un 1080 qui a vu ses lamelles de cémentite être transformées en globules de cémentite. Et la métallographie nous permet de très bien voir ces globules de cémentite-là, qui sont les formes arrondies, blanches, avec contour noir, qui est du carbure de fer sous forme de globules ou sous forme de sphère. Vous avez probablement déjà observé ce type d'échantillon-là dans votre cours, dans votre premier cours en première année en sciences des matériaux ou probablement plus en alliage ferreux. Donc, probablement, vous avez observé ces échantillons-là avec Stéphane en alliage ferreux. Il vous a probablement donné un échantillon qui ressemblait à ça. Ben, c'était un acier sphéroïdisé. Donc, les aciers qui sont sphéroïdisés, la sphéroïdisation s'adresse surtout aux aciers à haute teneur en carbone, donc généralement dépassés 0,7, 0,8 en carbone et plus. Donc, le recuit qui va être utilisé pour obtenir ce résultat-là, il y en a plusieurs sortes de recuits. C'est le recuit de sphéroïdisation, il y a à peu près 4 ou 5 variantes. On va les voir, on va en voir au moins 4 tout de suite après. Le résultat que ça donne, ben, les sphères, c'est la raison pour laquelle on va être intéressé à obtenir du carbure sous forme sphérique, c'est que c'est le meilleur moyen d'obtenir la meilleure usinabilité de la part des aciers à haute teneur en carbone. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les carbures sont très durs et ça gêne à l'usinabilité des aciers la présence de carbure parce qu'ils sont extrêmement durs, donc ils vont faire en sorte que les outils de coupe s'usent très rapidement. Mais ça dépend aussi de la forme de ces carbures-là. Donc c'est surtout la forme des carbures qui va déterminer l'aptitude à l'acier à recevoir les opérations d'usinage et à déterminer le rythme d'usure de l'outil d'usinage. Donc, sous forme de feuilles et de lamelles, là, comme dans la perlite, la cémentite dans la perlite, elle résiste beaucoup à l'usinage. Elle rend l'acier, les copeaux de métal sont plus difficiles à enlever. Les outils de coupe ont beaucoup plus de chances de rencontrer la cémentite lorsqu'elle est organisée en lamelles. Et les copeaux sont plus difficiles à détacher. Par contre, lorsque cette même cémentite-là est organisée en sphère, ben, ça élargit les zones ferritiques et ça diminue les chances que le couteau puisse rentrer dans de la cémentite et ça aide au décollement. La cémentite est plus facile à détacher sous forme de sphère. Donc, de manière globale, les copeaux de métal s'enlèvent plus facilement
meilleur état de surface d'usinage et le rythme d'usure des outils de coupe est beaucoup moins rapide. Donc, c'est la façon dont on va se prendre pour augmenter, pour maximiser l'usinabilité des aciers riches en carbone. On va leur faire subir avant l'usinage un recuit de sphéroïdisation. Donc, je vous montre ici une image là, qui est un peu plus explicative de ce que je viens de vous dire. Là. Lorsque la cémentite est sous forme de lamelles, le couteau, lui, a beaucoup plus de chances d'en rencontrer plusieurs. Donc, ça rend plus difficile le détachement des copeaux. L'outil de coupe s'use plus rapidement. Tandis que si on met cette même quantité de carbure-là en forme de boule, ben, vous voyez que dans le parcours du couteau, il y a beaucoup plus de chances au couteau de demeurer dans la ferrite sans rencontrer trop de carbure de fer. Et les boules de cémentite sont beaucoup plus faciles à être retirées, à être détachées. Donc, facile à usiner, usure normale de l'outil sous forme de sphère et sous forme de lamelle, difficile à usiner, usure rapide de l'outil. Il y a 4 à 5 façons de recourir au recuit de sphéroïdisation chez les aciers. La première technique que je vous montre ici, c'est la technique du recuit oscillant. Donc, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à chauffer l'acier dans les températures aux alentours de A1. On atteint donc la température A1 au chauffage et on fait osciller la température de plus ou moins 30 degrés C autour de A1. Donc, vous voyez le cycle thermique là, sur l'image à droite. Là, on voit que la température oscille un certain nombre de fois. Ici, il a oscillé 3 fois. Et au bout d'un certain nombre d'oscillations, ben, on fait un refroidissement lent au terme du cycle oscillant. Donc, c'est une façon efficace d'obtenir, de transformer les lamelles de cémentite en sphères de cémentite. Bien entendu, ça demande au four à être programmable pour reproduire ce genre de cycle-là. Donc, une diminution du temps de maintien peut être obtenue ainsi qu'une structure plus fine en opérant par cette technique. Donc, étant donné que le but est d'obtenir une transformation de la structure eutectoïde, parce qu'on parle bien de la structure eutectoïde qu'on transforme, c'est la perlite qu'on veut transformer en sphéroïdite, on peut opérer en faisant osciller la température de recuit de part et d'autre de la température eutectoïde, comme je viens de le décrire, ce qui provoque alternativement une mise en solution et une précipitation fine et globulaire. Donc, là, on va jouer sur la vitesse et la montée en température lors des oscillations. Lorsqu'on monte en température, généralement, c'est rapide et les descentes sont plus lentes lors de l'oscillation. Donc, on va faire 4 ou 5 oscillations entre 680 et 730 degrés C. Donc, comme je vous disais, là, c'est entre 20 et 30 degrés au-dessus et au-dessous de A1 qui se situe au niveau à peu près à 710 degrés. Donc, ça prend un programmeur à cycle thermique. Donc, autrement dit, un contrôleur qui va être capable de reproduire ce genre d'oscillation-là, ce que disposent tous les fours conventionnels aujourd'hui qui sont achetés dans l'industrie. Un autre type de recuit de sphéroïdisation, ici, consiste à un chauffage, encore une fois, juste pas sur le tectoïde, mais quelques dizaines de degrés en dessous de l'eutectoïde. Donc, on chauffe à 680, 700 degrés C, puis on maintient ça à une dizaine d'heures. Puis après ça, on refroidit lentement à 50 degrés C à l'heure. Donc, ça permet d'obtenir une perlite globulaire, ou une sphéroïdite, si vous voulez, de finesse moyenne. Donc, ça, c'est une autre façon qui est plus simple. Donc, il ne demande pas un contrôleur très spécifique. Là, on n'a qu'à maintenir en température, sauf que l'inconvénient ici, c'est que le cycle thermique est plus long. Donc, pour les aciers spéciaux contenant des quantités importantes de chrome, de tungstène et de molybdène, donc des éléments qui ont tendance à remonter à 1, la température de recuit adoucissant est sensiblement plus élevée. C'est certain que là, il faut tenir compte aussi de A1. Elle va varier d'un acier à l'autre, dépendant de teneur en éléments d'alliage.
Donc, par exemple, pour les aciers à coupe rapide, là, la forte présence de molybdène va augmenter la température A1 jusqu'à 820-840 degrés C. Donc, il va falloir atteindre ce niveau de température-là pour faire le recuit de sphéroïdisation pour les aciers à coupe rapide avant leur entretien. À l'inverse, le nickel va avoir tendance, au contraire, à rabaisser la température A1. Donc, dans le cas des aciers à forte teneur en nickel, la température de traitement va être plus basse. Il y a aussi le recuit isotherme qu'on appelle, où il faut chauffer près de ACM. Ça s'adresse aux aciers hyperrétectoïdes, bien entendu, comme tous les recuits de sphéroïdisation. Donc, il faut chauffer plus chaud. Donc, on n'est pas au niveau de A1. Cette fois-ci, on est au niveau de ACCM, juste un peu en dessous. Puis, on refroidit à 5,5 degrés C à l'heure, jusqu'à environ 700 degrés. On maintient à 700 pendant quelques heures. Et ensuite, on complète le refroidissement à l'air. Donc, ça, c'est une autre façon de faire le recuit de sphéroïdisation. Donc, un exemple, dans le cas de l'acier 1095, on va austhénitiser à 800 degrés C. Donc, c'est près de ACM dans ce cas-ci. Et puis, on va ensuite refroidir jusqu'à 710 degrés C et on va maintenir ça pendant 1 heure. Et ensuite, refroidissement à l'air. Il y a un quatrième et dernier méthode aussi que je vous montre ici pour faire de la sphéroïdite. On peut tremper un acier. Donc, on effectue la trempe. Donc, étant donné que ça s'adresse aux aciers à très bonne, hyperrétectoïdes à excellente trempabilité, donc on va faire une mise en solution dans l'austenite. Ensuite, on va sortir la pièce du four, on va le tremper à l'air. Puis après ça, on rechauffe à 700 degrés C pour une période de 24 heures. Et on va sortir la pièce du four, tout simplement la faire refroidir à l'air. C'est une autre façon aussi d'obtenir de la sphéroïdite. Cette fois-ci, ça va mieux fonctionner avec les aciers contenant suffisamment d'alliage parce que pour ne pas induire trop de contraintes dans la pièce, on va privilégier une trempe à l'air. Donc, ça prend un acier qui est capable de tremper à l'air. Lorsqu'on consulte le livre de l'ASM, le fameux Heat Treater's Guide, vous avez pour chacun des aciers la recette pour effectuer le recuit complet ou de normalisation. Annealing, quand vous voyez annealing, c'est un recuit complet de manière générale. Donc, et annealing inclut à la fois un recuit complet qui permet d'avoir une structure perlitique et le recuit de sphéroïdisation qui permet d'avoir une structure sphéroïdisée. Donc, dans le cas de l'acier 4140, ce que vous allez lire, c'est que pour une prédominance à structure perlitique, là je vous le lis en français, là, mais il est écrit en anglais, vous avez la recette, il faut chauffer à 845. Ensuite, refroidir rapidement à 755. Puis refroidir à partir de 755 jusqu'à 665 degrés C à un rythme de 14 degrés C par heure. Et on vous suggère une autre alternative, donc chauffer à 845 encore, rapidement refroidir jusqu'à 675, qu'on tient à 675 pendant 5 heures. Donc ça, c'est une façon de faire un recuit complet pour l'acier 4140. Et dans le cas d'une structure sphéroïdisée, ben, on vous dit plutôt de chauffer à 750, donc c'est juste un petit peu au-dessus de A1. Ensuite, on refroidit à 665 à un rythme de 6 degrés à l'heure. Ça, c'est une façon d'aller chercher de la sphéroïdite. Ou une autre alternative, on vous demande plutôt de chauffer encore une fois à 750, de refroidir rapidement cette fois-ci à 675 et de tenir la température à 675 pendant 9 heures et ensuite refroidissement à l'air. Donc, vous voyez que l'ASM suggère aussi d'autres pistes, d'autres méthodes pour obtenir à la fois une structure pas normalisée, mais recuit complet au full anneal et aussi
sphéroïdisé. Donc, vous voyez ici une courbe, l'influence de la forme des carbures en fonction du taux de carbone sur la résistance mécanique des aciers. Donc, bien entendu, on sait que la résistance mécanique des aciers dépend du taux de carbone. C'est pour ça qu'on voit les courbes monter dans la résistance mécanique en fonction du taux de carbone. Et vous avez ici deux courbes. Une dans laquelle l'acier est perlitique et une autre dans laquelle l'acier et les carbures sont sous forme de sphère. Donc, sous forme de lamelle, la courbe du haut, sous forme de sphère, la courbe du bas. Et effectivement, il y a une très grande différence de résistance mécanique globale de l'acier si la cémentite est organisée en lamelles, la perlite, donc plus dur, plus résistant, tandis que si cette même quantité de carbure est organisée sous forme de sphère, les plages de ferrite sont beaucoup plus larges, les dislocations peuvent avancer beaucoup plus facilement, et donc on obtient un acier moins résistant. Donc ici, vous avez l'influence de la structure perlitique sur le cycle de sphéroïdisation. Donc, autrement dit, tout dépendant de la taille des lamelles au départ, avant la sphéroïdisation, ça va avoir un impact sur le rythme auquel la sphéroïdisation va pouvoir se faire. Donc, lorsque les lamelles sont très fines, ça prend moins de temps avant de compléter la sphéroïdisation. Donc, autrement dit, là, si je veux avoir, on lit les courbes, là, si je veux avoir 80% des carbures sphéroïdisés, si au départ j'ai de la perlite fine, ça va me prendre 200 heures. Tandis que ça, c'est pour une certaine température. Là. Je sais pas, le graphique ne me dit pas à quelle température. Tandis que si, à l'inverse, les lamelles sont beaucoup plus grosses, pour obtenir le même taux de sphéroïdisation, ça va prendre plus du double du temps. Il y a un inconvénient rattaché à l'obtention des carbures sous forme de sphère, c'est qu'ils sont beaucoup plus difficiles à dissoudre que si les mêmes carbures étaient sous forme de lamelles. Donc, c'est un inconvénient qui est rattaché à l'utilisation du recul de sphéroïdisation. Le recul de sphéroïdisation, la sphéroïdite, là, c'est jamais une structure finale d'application d'un acier. C'est une structure qu'on veut obtenir pour faire l'entretien des pièces, pour pouvoir les réusiner. Mais après, lorsque le réusinage est terminé, on veut donc faire en sorte que l'acier reprenne sa résistance mécanique, lui permettant de répondre aux exigences de mise en service, donc résistance mécanique élevée, ténacité, etc. Donc, après la sphéroïdisation vient l'usinage, et après l'usinage vient le traitement de trempe est revenu pour redonner à la pièce ses propriétés mécaniques. Là, ça devient plus difficile de faire la mise en solution lors de la trempe parce que les carbures sous forme de boule sont plus difficiles à dissoudre. Donc, il va falloir généralement chauffer plus chaud, maintenir la pièce plus longtemps au four de trempe afin de maximiser la quantité de carbone dissous. Cela provient du fait tout simplement que la surface spécifique des sphères est plus petite que la surface spécifique des lamelles. Donc, c'est un peu comme si on voulait faire fondre un gros morceau de glace en boule. C'est plus long que si cette même quantité de glace est sous forme de feuille. Donc, ça va être beaucoup plus facile à fondre. C'est exactement le même principe ici. Donc, de manière générale, vous savez que tous les aciers, peu importe le teneur en carbone, peut être susceptible d'être usiné. On peut avoir besoin d'usiner sur tous les types d'aciers. Pour rendre ces aciers-là plus facilement usinables, tout dépendant de leur teneur en carbone, l'état métallurgique va différer. Donc, pour des teneurs en carbone en bas de 0,2%, la structure qui s'usine le mieux, c'est la structure trempée. C'est l'état brut de laminage ou trempé. Donc, ça paraît peut-être surprenant, là, que tremper, effectivement, quand il n'y a pas beaucoup de carbone dans l'acier, on fait une trempe. Donc, lorsqu'on fait une trempe, on fait disparaître les carbures. On a une structure martenstique, mais qui n'est pas très dure, parce qu'il n'y a pas beaucoup de carbone. Donc, c'est en éliminant les carbures de fer, on vient d'améliorer l'usinabilité des aciers bas carbone.
Lorsqu'on a des teneurs de 0.2 à 0.3, ce qu'on va faire pour améliorer l'usinabilité de ces aciers-là, c'est qu'on va les normaliser. Donc, c'est ce qui est la structure qui est la plus facile à usiner dans le cas des 0.2 à 0.3% de carbone. Pour les aciers contenant entre 0.3 et 0.6 carbone, c'est le recuit complet qui est préférable. Donc, on va avoir des lamelles plus grossières, ça va être plus facile à décoller. Et pour des teneurs en carbone supérieurs à 0.6, mais c'est là qu'on va décider de faire les recuits de sphéroïdisation pour maximiser l'usinabilité. Donc ici, je vous montre un autre tableau qu'on voit dans la littérature là, pour différents aciers, les paramètres de chauffage, de cycle thermique permettant d'avoir ici ce que vous avez le tableau, c'est pour prédominance perlitique. C'est un peu l'équivalent de ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais d'une autre source bibliographique. Donc, et pour davantage d'acier aussi. Donc, vous avez pour une liste d'aciers ici les températures d'ostinisation à atteindre en degré F et en degré C. Et vous avez deux méthodes de suggérer, la méthode conventionnelle cooling, et la méthode isothermale. Donc, là, à chaque fois, il faut ostiniser à la température requise indiquée dans la colonne de gauche. Et par exemple, pour un 1340, si je veux faire un recuit conventionnel, j'ai la température d'ostinisation et à partir de la température d'ostinisation, je refroidis jusqu'à un certain niveau de température qui est en degré F ici. Vous l'avez en degré C aussi. Donc, par exemple, un 1340, je fais la mise en solution à 830 degrés C pour un temps requis de 20 minutes plus 10 minutes par pouce d'épaisseur. Ensuite, je refroidis à 732. Et à partir de 732 jusqu'à 610 à un rythme de 11 degrés C à l'heure de refroidissement pendant 11 heures. Et vous avez la méthode isothermique qui consiste à un refroidissement à partir de 830 jusqu'à 620. Et on maintient 620 pendant 4,5 heures, suivi d'un refroidissement à l'air. Et là, même le tableau à droite, là, la colonne de droite, nous permet d'avoir la dureté, nous indique la dureté qu'on est en droit d'avoir si on applique correctement le cycle suggéré. Vous avez la même chose ici, mais pour une prédominance à structure sphéroïdisée. Maintenant, un autre recuit qui ne vous est pas complètement étranger parce que j'en ai parlé un petit peu en alliage léger. Ça s'applique à l'ensemble des métaux, les recuits de détente, qui consistent simplement à chauffer un métal de manière à annuler les contraintes résiduelles dues à des opérations de traitement thermique, dues à des opérations de soudage, dues à des opérations de mise en forme par déformation plastique ou même d'usinage. Donc, on peut chauffer un métal jusqu'à une certaine température afin de permettre aux contraintes de se libérer et faire un refroidissement très lent de manière à ne pas induire d'autres contraintes. Donc, un recuit de détente. Chez les aciers, les recuits de détente, les températures qu'il faut atteindre, c'est entre 500 et 650 degrés C, donc dans la zone hachurée ici. On maintient pendant un certain temps, tout dépendant du niveau de contrainte, 5 à 10 heures. Et un refroidissement très lent dans un four, généralement, pour éviter la formation de d'autres contraintes dû à un refroidissement trop rapide. Donc, ici, là, on veut éviter le refroidissement à l'air qui est trop rapide. Donc, on fait vraiment un refroidissement au four pour ne pas induire d'autres contraintes. Donc, ici, vous avez la relation entre le pourcentage des contraintes enlevées en fonction de la température du traitement et du temps de traitement. Donc, bien entendu, plus le temps de traitement est lent, c'est-à-dire plus on laisse la pièce longtemps dans le four, plus on enlève de contraintes. Et le processus est d'autant plus rapide que la température de chauffe est élevée. Bien entendu, il ne faut pas dépasser A1 pour ne pas faire aucune autre transformation d'ordre métallurgique. Il y a le recuit de régénération. Ici, il faut faire attention parce que le recuit de régénération, on s'aperçoit que ça correspond pratiquement à l'identique d'un recuit complet en termes de cycle thermique, sauf que on va l'appeler recuit de régénération lorsque l'intention est uniquement de raffiner les grains. Donc, lorsqu'on veut faire un recuit uniquement dans l'intention d'obtenir des grains plus fins, on va faire un recuit de normalisation qu'on va appeler recuit de régénération.
Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est un recuit d'affinage de grains. Donc, on sait qu'avec les aciers, pour affiner les grains, c'est quand même assez simple. Il s'agit de chauffer dans le sténite. À chaque fois que vous retournez dans le sténite, étant donné que le phénomène de transformation, comme je l'expliquais dans la capsule précédente et dans d'autres capsules avant aussi, ça s'effectue par germination. Donc, c'est des nouveaux germes de sténite qui apparaissent. Et plus vous chauffez rapidement, plus vous obtenez de germes. Donc, un recuit de régénération, on va avoir tendance à chauffer le plus vite possible, de manière à multiplier le nombre de germes dans les anciens grains de ferrite et de perlite, de façon à ce que ces germes-là puissent, étant donné que chaque germe va engendrer un grain, donc plus de germes, plus de grains d'autant plus petits que le chauffage est d'autant plus rapide. Ensuite, on fait un refroidissement à l'air. Et si les grains sont encore pas assez fins, on recommence le processus. À chaque fois, vous multipliez le nombre de grains, à chaque fois, vous retournez dans le sténite. Et je vais terminer avec un recuit qui s'appelle le recuit de défragilisation. Donc, c'est un recuit très spécifique qui consiste à faire sortir de l'hydrogène de l'acier. Ça peut s'appliquer aussi aux alliages d'aluminium, soit dit en passant. Donc, il y a certaines opérations métallurgiques, comme le soudage, et comme surtout le plaquage, aussi les procédés, entre autres, de plaquage au chrome, qui vont engendrer l'entrée d'hydrogène dans le métal. Et lorsqu'il y a des ions H+, qui rentrent dans le métal, ces ions H+-là, quand ils se mettent en gang dans le métal, ils peuvent former du gaz d'hydrogène, du H2, donc l'hydrogène moléculaire, qui est un gaz, et qui va se retrouver formé sous une très grande pression à l'intérieur du métal. Et cette pression-là peut engendrer une rupture fragile de la pièce. C'est une contrainte très importante qui va s'exercer à l'intérieur de la pièce, qui va s'exercer vers l'extérieur des porosités d'hydrogène. Et si la pièce subit un petit choc, ça peut être suffisant pour entraîner une rupture fragile. Et il existe un recuit qui permet de faire sortir l'hydrogène du métal peu de temps après les opérations qui ont causé l'entrée de l'hydrogène. Donc, c'est un recuit qui se fait à très basse température, autour de 190 degrés C, qu'on maintient pendant un certain nombre d'heures, une vingtaine d'heures. Et ça permet de faire sortir l'hydrogène. Donc, on peut le faire sous des assemblages soudés, parce qu'on peut faire rentrer l'hydrogène dans les opérations de soudage, ou par après des procédés de plaquage au chrome, qui eux génèrent beaucoup d'hydrogène à l'intérieur des pièces aussi. Voilà. Je pense que ça complète pour la capsule. De sorte que pour la semaine prochaine, il y a l'examen. Et puis, la semaine suivante, là, je vais commencer à aborder des notions sur les traitements thermochimiques qui concernent le 6e laboratoire, 6e et dernier. Voilà.